Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Inside the Room. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux YouTube, Instagram et TikTok. Et je vous remercie sincèrement pour cela. C'est grâce à vous si nous pouvons continuer à mettre en lumière les parcours d'entrepreneurs. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Aujourd'hui, le Caire Albert nous accueille pour tourner ce nouvel épisode et j'ai le plaisir de recevoir Rachel, qui accompagne les entrepreneurs souvent HPI et multipotentiels à mieux comprendre leur fonctionnement et à transformer leurs différences en une force. Mais avant de parler des autres, Rachel a eu un parcours fort de décisions, des doutes, et c'est ce que nous allons découvrir. Bonjour Rachel. Bonjour Aurélie, Comment vas-tu? ça va, ça va super bien. Aujourd'hui, tu accompagnes les entrepreneurs, mais si on revient au début de ton parcours, qu'est-ce qui t'a fait venir dans l'entrepreneuriat? Alors ce qui fait que j'ai voulu rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment pour le changement. Avoir des journées complètement différentes, qui ne soient pas dans la routine. Et puis c'est surtout cette envie de pouvoir aider, de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Et puis toute jeune, je me suis rendu compte que j'étais toujours en train de faire du business, de faire des choses. Je créais des choses, j'arrivais à vendre. En fait, j'ai toujours été très active de ce côté-là. Et mon parcours a fait qu'à un moment, le salariat, c'était plus possible pour moi. J'ai eu cette réalité-là qui m'a amené à un burn-out, qui m'a amené à ce que... non, les journées cadrées, les journées où ça te demande d'être constamment productive de A à Z, c'était pas pour moi. C'est intéressant que tu nous parles de burn-out. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, le burn-out, en fait, c'est vraiment une surcharge. Donc, on parle beaucoup du côté surcharge mentale, mais c'est plus que ça. Ça vient vraiment du côté où, quand tu n'es plus aligné avec toi, donc tu forces sur quelque chose qui n'est pas à toi, en fait, qui n'est plus aligné. Et j'étais arrivée à un moment à ce stade-là, où effectivement, j'avais tout pour être bien, sauf que c'était plus aligné avec moi. Je suffoquais, donc il fallait montrer, fallait porter le masque social, le masque ça va, se contenter de ce qu'on a, sauf que intérieurement tu dépéris jusqu'à ce que ton corps te dit stop. Donc là, quand tu essayes avec le mental, tu te dis allez, on y va avec la raison, et là le corps à un moment il te dit non, stop. En fait, tu n'écoutes pas. Ok, je vais te faire rester tranquille, je vais te faire t'arrêter et je vais te faire te regarder en face en fait, et arrêter de te suradapter, arrêter de forcer, arrêter de rentrer dans des cases, arrêter de pouvoir répondre aux critères de la société. Juste écoute-toi, recentre-toi sur toi, ton fonctionnement, ton rythme. Voilà. Et quel a été le déclic exactement? Ça a été une mutation sur Cayenne. Donc, j'étais dans l'Ouest. C'est une mutation sur Cayenne où là, c'était vraiment un changement d'école, un changement de rythme. Et là, j'étais en permanence hyper stimulée, si tu veux. Donc, et j'avais pas eu ces temps de pause, ces temps pour rentrer dans ma bulle, me ressourcer. Et j'ai vu que j'ai tenu pendant une année, mais une année, mon corps m'a dit non. Et ça a été pendant les grandes vacances, où là, les grandes vacances, au lieu de vivre mes vacances normalement, une semaine passe, et là, je suis en PLS, en mode, ça fait déjà une semaine, la rentrée, il y aura la rentrée bientôt et tout. Et plus ça arrive comme ça, et plus j'angoisse pendant toutes mes vacances en me disant, je vais reprendre ce rythme-là, je serai à nouveau comme ça, je serai juste l'ombre de moi-même en fait. Et là où il y avait cette difficulté, c'est que je travaille avec des enfants. Et pour moi, les enfants sont des humains. Ce ne sont pas juste des personnes que je peux occuper une journée, je sais pas, avec du coloriage ou autre, en fait. C'est quand même l'avenir de demain, c'est quand même les adultes de demain. Et si je ne pouvais pas être à 100%, j'arrivais pas. Du coup, effectivement, ce que je donnais, je donnais ce que j'avais, mais c'était pas au top de ce que je pouvais faire. Donc, il y avait cette pression-là en plus. Et j'étais vraiment en PLS. C'était vraiment une année où j'étais en mode survie. On le voyait pas parce que je donnais le change, mais les vacances m'ont taclé, clairement, où là, je n'ai pas pu reprendre. Surtout qu'on a l'habitude de dire que les enfants, ce sont des éponges. Donc, est-ce que tu penses que les enfants ont ressenti qu'il y avait un mal-être en toi? Non, parce que j'arrivais à compenser. Donc, du coup, de ce côté-là, effectivement, je surdonnais, en fait. Je sais plus comment on va dire ça, mais en fait, je forçais. Donc là, j'allais au-delà parce que je ne voulais pas que les enfants le ressentent et que j'estimais que c'était pas aux enfants de le payer, en fait. Je peux pas arriver un jour et je suis pas bien et dire aux enfants chute et puis on reste toute la journée chute et puis non, ils ont des apprentissages. J'étais sur une classe charnière, donc il y avait des acquis à avoir que je pouvais pas me permettre de les faire payer ça, en fait, mon état. Donc effectivement, j'ai surcompensé au détriment du coup de ma santé. Où là, j'ai tenu une année, mais c'était vraiment le matin j'arrive, le soir
ben, c'est direct, j'allais dormir, en fait. Et je n'avais vraiment plus de vie sociale. J'étais en PLS, j'étais l'ombre de moi-même. Et c'était des crises d'angoisse avant d'arriver au travail. Mais, et puis après, une fois que tu arrives, c'est bon, tu essuies tout et tout. Et puis c'est le sourire. Et puis on Tu y te va. remets dans Ouais, le puis bain. on y va. On y va. Et on a une année, on a des élèves, on a une classe à faire tourner. Et puis on y va. Mais ça, j'avais pas encore pris conscience que c'était le signe du burn-out, en fait. Pour moi, c'est comment, en fait, comment tu n'y arrives pas? Comment. Regarde, tu es bien, en fait. Pourquoi est-ce que tu n'arrives plus à donner ce que tu faisais aussi facilement avant? Et Qu'est-ce qui t'a permis de mettre des mots sur ta situation? Dire que c'est un burn-out. le médecin. C'est ouais, le médecin. 15 jours avant, je vais le voir. Avant la rentrée, je vais le voir et je suis en larmes en fait. Et dès que je pense à la rentrée, je pleure. Je suis en PLS, je suis tétanisée et je le vois, je dis, il y a la rentrée dans 15 jours. Il me dit, mais la rentrée c'est dans 15 jours, comment vous êtes dans cet état-là? Et mon médecin, il est assez particulier. Donc c'est du genre, ne viens pas le voir pour n'importe quoi. Il a des humeurs assez particulières. Et là, quand j'ai vu que j'ai été légitime finalement, ce qu'il m'a dit, il m'a pas pris, genre, il m'a prise au sérieux. Et là, je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose en fait. Si même le médecin, il me dit, parce que le médecin, il m'a dit, non, non, vous reprenez pas. Là, par contre, et il m'a dit, ben voilà, là, c'est un burn-out, là, vous avez des troubles anxio-dépressifs et tout. Et là, je regarde, je fais, mais non, c'est juste la rentrée, quoi, je peux gérer, mais là, je comprends pas. Donc, aide-moi juste. Et c'est comme ça que j'ai compris. Donc, après, j'ai fait tout ce travail-là, à aller comprendre mon rythme, à mettre des mots, surtout les mots. Et là est venue l'hyperstimulation, tu vois. Parce que en étant hypersensible, ben, tout est décuplé, en fait. C'est-à-dire que ben, déjà énergétiquement parlant, donc les enfants, j'avais une classe de 27, donc c'est 27 humains, 27 énergies. Donc du coup, ben, tu les absorbes chacun avec leurs humeurs, avec leurs particularités. Et quand tu te connectes à l'humain, ben, du coup, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Puis donc il y avait l'hyperstimulation aussi ben, sensorielle. C'était un tas de choses. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à mettre des mots et analyser en me disant, mais avant j'étais dans l'Ouest, pourquoi je ne vivais pas ça? Pourquoi j'avais pas ça? Sauf que dans l'Ouest, après avec le recul, ils ont école que le matin. Du coup, de 7h30 à midi 45. Et c'est là, quand j'analyse, je me rendais compte que, tiens, l'après-midi, je n'avais pas cours l'après-midi, mais l'après-midi, j'étais enfermée chez moi, j'étais dans ma bulle. Donc, j'avais ces espaces, ces sas de décompression, où effectivement, le matin, c'est concentré, mais une fois que c'est l'après-midi, je retourne dans ma bulle. Et c'est comme ça que j'ai pu voir. T'arriver à avoir un rythme. Voilà. Et à mettre des mots, à me dire, OK, donc mon rythme, c'est ça. Parce que tant que tu es dans la même configuration, tu ne te rends pas forcément compte, puisque ça fonctionne. C'est quand ça ne fonctionne plus que là, il faut commencer à s'interroger, il faut commencer à s'analyser soi et mettre des mots, parce que si tu mets pas des mots, bah, personne ne pourra mettre les mots pour toi, en fait. Donc, c'est commencer à voir son fonctionnement. Voilà. Et où tu vas aller chercher ces mots? Ben, alors, beaucoup sur Internet. Beaucoup. Donc, j'ai cette hyper conscience de moi, c'est-à-dire que j'arrive à m'analyser. J'arrive à pouvoir me dire, OK, si je ressens ça, si ça fonctionne comme ça, OK, à tel moment, j'ai ressenti ça dans cette situation. Donc, OK, cette situation me crée telle angoisse, donc il y a ça. Mais c'est aussi, j'ai un accompagnement derrière. Donc, ça fait quelques années que j'ai ma psy, où ça me permettait vraiment d'avoir ce sas-là. C'est limite, c'était la personne aujourd'hui, après quelques années, où j'ai mon espace pour décharger, pour dire ce qui se passe. Donc, elle m'a énormément aussi aidé à mettre des mots dessus et à comprendre et à déculpabiliser. Parce que derrière, il y avait la culpabilité de mais comment, en fait, quelque chose de simple, tu n'arrives plus à le faire? Mais comment ça devient vraiment ben, énorme? Et tant qu'il y avait cette culpabilité-là, ben, je luttais, en fait. Parce que je me dis, non, je suis censée réussir, je suis censée aller travailler, je suis censée. Sauf que bah, plus je luttais contre mon fonctionnement et mon rythme, bah, plus j'étais dans la déchéance. À quel moment tu t'es dit, il faut que je me fasse accompagner? Tu as une psy, tu viens de le dire. Ça fait combien de temps que tu as ta psy? Alors, ma psy, je l'ai eue peut-être depuis 2020. J'ai commencé réellement un accompagnement. Parce qu'avant, je commence à en avoir. Alors, pour l'histoire, en fait, c'est que je me suis mariée très, très jeune. Et du coup, c'était un mariage assez compliqué, assez violent, beaucoup de violence verbale. Donc, c'était assez compliqué. Et quand je me suis séparée, j'ai fait un déni. Mais j'ai complètement un déni que j'étais mariée avec cette personne-là. La preuve, c'est que j'avais ma fille. Et ma fille ressemble à son papa. Donc, du coup, voilà, je pouvais pas dire que non, on n'était pas mariés. Non, c'était pas mon mari. Et
quand après j'ai commencé à faire des suivis, à me dire, bon, ben, il faut quand même que je me fasse accompagner, les psys que j'avais rentraient directement dans le vif. Parlez-moi de votre mariage. Ouais, mais sauf que j'ai fait un déni, donc tu me fais aller franchement dans quelque chose qui... Et chaque fois, je fuyais. Je me dis, non, mais je veux pas, je veux pas. Et c'est après, quand j'ai vu que j'étais dans des schémas répétitifs, dans des relations toxiques, j'étais vraiment l'ombre de moi-même, je me suis dit, non, ok. Et la psy que j'ai eue, d'entrée, je lui ai dit, par contre, je suis pas prête à aller dans cette partie de mon mariage, je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas, je ne veux pas. Et ce qui était bien, c'est qu'elle a créé tout un rempart de sécurité autour. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur plein de choses, des choses qui sont anodines, mais juste cet espace de parole. Et le fait de pouvoir après mettre des mots sur des situations, de déjà dédramatiser, déculpabiliser aussi, parce qu'on a souvent, quand on est victime, à penser que c'est nous, en fait, nous sommes responsables. Et le fait d'avoir créé tout cet espace-là m'a permis au fur et à mesure d'aller dedans. Et ben, le point clé, c'était ça, c'était mon mariage, du coup. C'était après qui j'étais. Parce que du coup, je me voyais qu'à travers le regard de cette personne-là. Et le regard de cette personne-là n'était pas très positif. Et ça t'a pris combien de temps pour te sortir de cette emprise? J'ai réussi à quitter le foyer au bout de 3 ans. Vraiment quitter le foyer. Et j'ai pu avoir le divorce au bout de 10 ans. Mais le travail psychologique a vraiment... Ouais, l'emprise psychologique s'est vraiment terminée en 2020, quand j'ai commencé la thérapie. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus... Donc, j'étais plus sous sa coupe, puisque on était séparés. La relation, c'était assez compliqué par rapport à ma fille. Mais j'avais plus cette peur, j'avais plus cette crainte de lui et autres. Et ouais, à partir de là, quand j'ai vraiment cherché à aller voir ce qu'il y a derrière, et puis surtout, j'avais la peur de me voir, dire, mais c'est qui moi? J'ai l'impression que si on va chercher Rachel, c'est qui? C'est comme si c'était une boîte de Pandore, mais qu'est-ce qu'on va découvrir? Je sais pas, ça me paniquait, donc je voulais pas voir en fait. On va pas travailler sur soi, non, c'est quoi? Ce que tu veux voir derrière, tu vois? Et ouais, et cette emprise-là, à partir de là, c'est vraiment avec elle que j'ai pu vraiment mettre des mots et puis du coup reprendre mon pouvoir, savoir qui je suis, m'identifier autrement qu'à travers son regard. Parce qu'avant lui, j'étais quelqu'un, tu vois. Il y a eu lui et l'après. Et du coup, il y avait ce... Et je pense que le burn-out, il est arrivé aussi dans cette période-là après. Tu vois, le côté où, ok, tu arrives à mettre des mots sur qui tu es, tu arrives à comprendre ton fonctionnement, tu arrives à t'accompagner, à t'accepter. Donc finalement, la vie que tu vivais avant ne te ressemble pas ou te ressemble plus, puisque tu n'as plus cette identité-là. Donc tu vas vers quelle vie? Qu'est-ce que tu veux réellement? Et après, tout a été un chemin. Donc là, commence le processus de recherche de qui je suis finalement. Qui je suis, accepter surtout. Accepter ce regard sur soi, ce regard qu'on sait de soi, mais qu'on n'ose pas montrer parce que ça complexe. Et puis c'est surtout que dans la société, on n'accepte pas trop que tu parles de toi en mode je suis comme si je suis une femme, je suis... Enfin, avec telle qualité, on va dire que tu te crois un peu trop, que tu es un peu trop hautaine. Alors que non, en fait, tu es juste qui tu es. Tu vois, avec toutes tes facettes, tout ton potentiel, avec tes parts d'ombre, tes parts de lumière, et c'est ce qui te complète. Donc, Je voulais revenir un peu sur ton enfance. Tu as dit que tu étais déjà très businesswoman, tu entreprenais, tu vendais, etc. Est-ce que déjà, depuis ta plus tendre enfance, tu t'es sentie différent? Ah oui, depuis toute jeune. Moi, je me rappelle, je disais, une fois, j'avais posé la question à ma mère. Je dis, maman, t'es sûre, maman, que je suis née en telle année, tel jour, tel mois, maman? T'es sûre que l'hôpital n'a pas brûlé? T'es sûre qu'on m'a pas donné une date de naissance comme ça parce qu'il fallait? Tu avais quel âge quand tu as posé cette question à ta maman? Je devais avoir entre 8 et 9 ans. Ouais, vraiment, j'avais cette conscience que je n'arrivais pas à me reconnaître avec mes copines de mon âge. Donc, je sais pas, ça, j'ai trouvé très bébé, très, très, très... Est-ce que ça peut se dire? Très niais, tu vois, par rapport à mon âge. Parce que j'avais cette conscience des choses et après, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup entourée d'adultes, que j'aimais être avec les adultes. J'étais beaucoup avec des tatis et je passais énormément de temps avec des tatis. Et là, aujourd'hui, quand je regarde dans mon entourage, j'en ai de mon âge, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont beaucoup plus âgés que moi. Et ouais, donc depuis toute jeune. Toute jeune. Même niveau business. Alors, tout était synonyme de business pour moi. Je suis très manuelle, j'apprends très vite et je suis très autodidacte. Par exemple, c'était des jeans, là, ça me vient comme ça.
des jeans. Je me rappelle, je coupais à l'époque les jambes des jeans et je faisais des petits sacs et tout avec des perles. Je brodais des perles dessus et tout. Je vendais ça, je faisais du business comme ça. Tu vois? Et tu avais quel âge? Toujours, ouais, 9 ans, 10 ans. Toujours la même tranche d'âge. Ouais, mais enfin, tout le temps. C'est la même période-là. Oui, et puis ça m'a jamais lâché. Si tu veux, que j'ai toujours été comme du coup le côté très manuel et le côté débrouillarde. Parce que bon, ma famille, on est 4 enfants, il y avait que mon père qui travaillait, donc un salaire pour 6. Donc mes parents, c'était du genre, ok, la rentrée scolaire, je vous donne tout. Par contre, si tu veux tes clarts, si tu veux ton stylo plume, tu veux si tu veux ça, tu vas jobber. Et puis du coup, avec mon frère, c'est comme ça qu'on faisait. Mon frère, il avait les voitures, il allait couper l'herbe, moi je gardais des enfants, je faisais du repassage. Enfin, ça m'a jamais posé problème au contraire. Tu sais, ce côté indépendance et tout, tu gagnes ton argent, et puis à l'époque c'était en francs, donc tu vois, t'es contente, tu fais des choses. Ouais, et aujourd'hui, j'ai pas peur en fait de monétiser, j'ai pas peur d'utiliser mes doigts, d'apprendre, Ouais, si j'ai besoin d'argent, je sais comment faire en fait, rapidement, facilement. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de HPI et de multipotentiel. Ça veut dire quoi exactement? Alors, HPI, c'est un terme en fait qui est donné, qui veut dire haut potentiel intellectuel. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, à partir de 132 QI, on te dit que tu as un potentiel qui est plus élevé en rapport avec la moyenne. D'accord? Et ce qui fait que tu as des facilités. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de tes connexions neuronales, ça va beaucoup plus vite. Tu as une façon de penser beaucoup plus rapide. Tu as une hypersensibilité aussi sur certaines choses. Les gens auront tendance à croire que HPI, ça veut dire surdoué. Oui, il y a des surdoués. Oui, il y a des personnes qui sont très, très forts en maths. Et sauf que tu auras des personnes qui seront en échec scolaire, qui auront des troubles 10, qui auront des difficultés d'apprentissage, mais ils auront, du coup, cette zone de génie ailleurs, en fait. Donc, on va beaucoup s'arrêter dans l'inconscient collectif, même dans le quotient collectif même. Penser que c'est bon, t'es au-dessus des autres, tu es très intelligent, tu sais tout. Alors que non, en fait. Non. Voilà. Et multipotentiel? Multipotentiel, c'est la personne qui touche à tout, qui a cette soif de pouvoir apprendre, qui apprend très très vite, et à un certain moment qui va s'ennuyer, qui aura besoin d'apprendre autre chose. Et comment on fait pour détecter si on est HPI ou multipotentiel? Alors, multipotentiel, il n'y a pas de test par rapport à ça. HPI, tu fais le test avec un neuropsy. Donc, tu as vraiment des personnes qui sont accréditées pour ça, qui vont venir mesurer ton quotient intellectuel par rapport à différents tests et qui vont, par rapport à la lecture, du coup, décrire ton fonctionnement, en fait. Et tu vas pouvoir mettre des mots sur ton fonctionnement. Et dans quelle case tu te trouves? HPI. HPI, clairement. Bon, multipotentiel, ça vient dedans, parce que le côté touche à tout, masterisé et autres. Multipotentiel, on va beaucoup l'associer avec le TDAH. Ce côté où tu as besoin d'apprendre des choses, ce côté où tu restes pas focus sur quelque chose, donc tu as toujours besoin de cette hyper-stimulation, en fait. Sinon, quelque chose t'ennuie très, très vite. Et autant tu vas être hyper focus sur quelque chose qui va te passionner, et autant sur autre chose, tu auras aucun intérêt, ou tu auras la flemme, et ça. Et on va te dire, oui, mais tu n'es pas stable, mais tu changes tout le temps d'idée, aujourd'hui tu parles de ça, mais demain tu me parles de ça, et tout. Et c'est vrai que les normaux pensants, j'ai envie de te dire, eux, c'est un point A. Une fois qu'on a fini le point A, on passe au point B. Mais toi, sauf que tu es A, B, C, D, E, F, G en même temps. Tu inventes même des lettres. À l'aise. Et du coup, ça te stimule parce que tu as besoin de ça. En fait, tu as besoin de nourrir toutes ces parts. Sinon, tu t'ennuies. Donc, c'est compliqué, surtout quand tu n'as pas les mots. Tu mets pas de mots dessus. Donc, tu luttes contre un fonctionnement parce que tu te dis, mais non, mais... Comment les gens, ils arrivent à rester focus sur quelque chose? Moi, j'y arrive pas, donc tu culpabilises. Donc, tu essayes de rester focus, sauf que là, tu t'ennuies. Et là, tu es dans le bore-out. Clairement, l'ennui. Donc, en réalité, est-ce qu'on peut dire que c'est une force ou au contraire un désavantage? C'est une force quand tu l'acceptes. Ça sera un désavantage si tu luttes, si tu essayes de rentrer dans des cases, en fait. Si tu essayes de te suradapter, ça sera un désavantage. Tu vas souffrir, tu vas te détester, en fait. Et tu vas te flageller de ne pas réussir comme les autres. Et tu feras une dépression. Alors que quand tu vois l'avantage, tu vois tout ce qui ressort de positif dans tout ça et que tu en fais une force, c'est tout bénef en fait parce que tu sais en jouer, tu te connais, tu sais quelle part de toi a besoin d'être nourrie là en ce moment, tu sais que ok à ce moment-là j'ai besoin d'être hyper stimulée, admettons c'est la pâtisserie qui va me passionner en ce moment, je sais que je serai focus dessus. Le temps que ça va durer sans culpabilité parce qu'une fois que ça m'intéressera plus, je vais même pas forcer il y aura pas d'intérêt et là au contraire ça sera démotivant.
Et le temps que je serais restée dessus, c'est le savoir nécessaire que j'aurais pu avoir, que j'avais besoin. Et après, je passe à autre chose. Et tu en fais quoi de toutes ces connaissances acquises? Alors, moi, l'avantage, c'est ça. C'est que après, ça te fait ton... C'est ce qui te rend unique. Et une fois que tu arrives à utiliser toutes ces connaissances que tu as apprises et que tu fais quelque chose à toi, mais c'est tout bénef en fait, parce que du coup, après, tu peux créer des concepts uniques. Et il est là, mon accompagnement. C'est vraiment accompagner déjà. Donc, il y a les deux phases dans mon accompagnement. C'est j'accompagne déjà les entrepreneurs ou même les personnes à mettre des mots, à pouvoir se comprendre. Effectivement, il y a le neuropsy. Lui, il fait son travail. Moi, c'est plus dans la vie de tous les jours, comment tu fonctionnes. Pouvoir déculpabiliser, te dire, OK, mais quand tu fonctionnes, il y a d'autres personnes qui fonctionnent comme ça. T'inquiète pas. OK. Donc, et il y a l'autre partie business. Bon, j'ai une vie, j'ai eu 1000 casquettes, j'ai eu 1000 vies, je ne sais pas quoi faire avec. Et là, on va commencer à voir qu'est-ce qui ressort de là, quelles compétences que tu as eues là, quelles compétences. Et le fait d'avoir ce regard extérieur-là va te permettre de voir, waouh, mais en fait, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ça. Et quand tu crées ton offre, ben là, tu crées plus une offre comme tout le monde. Tu crées l'offre unique qui va répondre à des personnes bien particulières. Parce que tu sais que ce que tu vas offrir dedans, c'est le résultat de tes multiples casquettes, les multiples vies que tu as eues. Et comme tu as été un peu partout, tu sais. Donc tu sais t'adapter, tu sais reconnaître l'autre, tu sais ce qu'il a besoin. Donc tu sauras forcément adapter ton service, ta prestation en fonction de l'autre. À un moment donné dans ton parcours, tu as investi à peu près 20 000 euros Ouais. ta personne. Si c'est pas plus. Ouais. À quel moment on se dit j'investis autant d'argent sur moi et pourquoi? C'est pas tout de suite, hein. En fait, c'est pas 20 000 comme ça. Hein. C'est pas... Mais c'est vrai que bout à bout, sur les accompagnements, le déclic, ça a été vraiment ma psy. À partir du moment où j'ai commencé à pouvoir aller voir ce qu'il y a, vraiment, quand on parle de Rachel, c'est qui Rachel? Ben là, j'ai plus eu peur. Et là, j'étais friande, en fait, parce que je comprenais. Et j'arrivais en plus de mettre des mots, mais à légitimer ce que je ressentais. C'est-à-dire cette hyper conscience que j'ai de moi, de pouvoir me dire, OK, je fonctionne comme ça. J'avais besoin de ce regard extérieur pour légitimer en disant, OK, oui, ça existe en fait, oui, c'est valable ce que tu ressens, c'est valable ton fonctionnement. T'es pas perché, t'es pas bizarre, tu fonctionnes, t'es humaine, t'as un fonctionnement particulier. Et après, ben, ça a été dans différents accompagnements, dans des retraites, dans des formations, dans des coachings. Je suis partie en Espagne en septembre. Enfin voilà, j'ai investi facilement. Dès qu'il s'agit, oui, de moi, aujourd'hui, oui, j'investis. Parce que je me dis que si j'investis pas sur moi, qu'est-ce qui investira sur moi? Et je suis l'origine de tout. C'est-à-dire que ma vie dépend de moi. Mes expériences vont dépendre de moi. Mon entreprise va dépendre de moi. Donc si je suis pas satisfaite de ce que je vois où il y a des choses, ben c'est moi en fait. Et du coup, voilà comment on arrive. Donc c'est minimum 20 000. Mais ça va continuer en fait. Parce que plus tu montes dans un niveau de conscience de toi, plus tu as envie d'avoir autre chose et plus tu as envie de te challenger aussi. Et tu regardes, tu te dis, OK, j'ai envie d'aller dans cette direction. Bon, il y a tel et tel blocage. Tu es obligé d'aller regarder dedans. Et tu es obligé d'investir chez une personne, chez quelqu'un, en fait, dans un accompagnement qui est à ce niveau-là ou plus qui va te permettre d'atteindre ce niveau-là. Tu vas pas aller en dessous. Donc, du coup, tu vas mettre le prix. Parce que tu sais que, OK, je mets le prix dans cet accompagnement parce que je vais atteindre ça. Et aujourd'hui, tous ces accompagnements, toutes ces formations que tu as pu faire, est-ce que ça répond à la question qui est Rachel? Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, je peux vraiment pouvoir mettre des mots dessus. Je peux vraiment pouvoir parler de moi. Et même te donner ma notice, en fait. Et ne plus avoir honte de comment je fonctionne, de ce côté intense, juste être. Être. Je suis. Alors, je te pose la question. Qui est Rachel? Je prends mon calepin, je note la notice. Qui est Rachel? Ouais. Rachel, c'est une femme au grand cœur. Une femme amour. Vraiment une femme qui aime les gens. Longtemps, c'est protéger des gens. Parce qu'elle a pensé que, par rapport à différentes expériences, que être trop ouverte, c'était synonyme de vulnérabilité, synonyme de manipulation, synonyme, bon, t'es trop bonne, t'es trop bête, donc on va te manipuler. Rachel, c'est la femme qui dévore la vie à pleines dents, qui aime apprendre, qui se challenge, qui se donne des défis, la mort au ventre, mais qui y va et qui a décidé aujourd'hui de prendre clairement sa vie en main et qui
qui n'a plus peur en fait de se montrer, qui n'a plus peur de se cacher, qui n'est plus sur le regard de l'autre. Rachel, c'est la femme qui aujourd'hui est libre. Libre parce qu'elle a explosé plein de chaînes mentales. Elle en explose encore, plus on monte le niveau, plus il y a des réticences, il y a des croyances. Mais celle qui est là, en fait, celle qui voit la vie différemment, qui voit l'opportunité, en fait, le potentiel infini de la vie. Et quand j'ai compris, j'ai pu mettre des mots, j'ai pu comprendre que, oh, mais en fait, non, en fait, ma réalité, c'est moi qui la dessine. Mais je suis garante de ma réalité. Et tu vois, en allant après, en me certifiant aussi, en neurosciences, donc en travaillant dessus, en comprenant comment le cerveau fonctionne, là, c'est tout a explosé. Pac, 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 pac. Et en mode, mais ce que je vois là, en fait, c'est le résultat de mes pensées. Maintenant, comme c'est moi qui suis maître de ce que je pense, et la seule personne sur qui j'ai pouvoir, en fait, c'est sur moi. Je ne peux pas gérer ce qui se passe à l'extérieur, je ne peux pas gérer les autres, mais c'est sur moi que je peux interagir. Bah, tout a changé. Et c'est là où j'ai commencé, ouais, à me donner des défis, à sortir, mais grande flippette que je suis, hein, à sortir de ma zone de confort, à me dire, ok, je veux faire ça. Et j'y vais, avec un mal de ventre. Mais je suis en PLS, mais je pleure. Mais là, je passe par toutes les étapes. Mais clairement, je passe par celle qui est hyper excitée, celle qui est hyper enjouée, à celle qui est déprimée. Celle qui est Tu laisses la drama queen qui est en toi ah ouais, s'exprimer. La drama queen, elle ressort. Mais en mode plus. Mais ouais. Et est-ce que les profils atypiques ont une façon différente d'entreprendre? Ils ont une façon très différente d'entreprendre, oui. Parce que la façon dont ils vont entreprendre sera du sens. C'est quelque chose où ça sera, avec le cœur, ça sera même viscéral. S'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas d'intérêt, si c'est juste de façon cupide, c'est de façon à manipuler l'autre ou avoir des avantages de façon malveillante, non, ça m'intéresse pas. Et du coup, ils vont beaucoup y mettre plus qu'il ne faut, parce qu'ils vont beaucoup penser que c'est leur vie qui en dépend. Et là, c'est du tout ou rien, principalement. Il n'y a pas de grille. C'est je te donne ou je te donne pas. Il n'y a pas de peut-être ou non. Et du coup, ouais, c'est à fond. Mais est-ce qu'il y a un avantage? Ça reste toujours un avantage quand tu t'acceptes, en fait. Quand tu t'acceptes, quand tu fonctionnes comme toi, tu dois fonctionner, pas comme le voisin, pas comme ta soeur, pas comme ta mère, comme toi, parce que tu es unique. Parmi les 8 milliards d'êtres humains, tu es unique. Tu fonctionnes comme toi, c'est un avantage. Et du coup, il n'y a plus d'inconvénients. C'est toi. Donc, du coup, tu crées tes propres règles du jeu. Tout comme les règles du jeu, on les a inventées, mais ça, c'est bien parti de quelqu'un, en fait. Et qu'après, on a fait un référentiel. Pourquoi tu peux pas créer tes propres règles? Tu vas embêter qui? Forcément, tu vas raisonner avec quelqu'un qui répond avec toi. Tu vois, par exemple, tu regardes des fois sur TikTok, sur des vidéos, tu vois, tu as des gens qui sont perchés. Tu te dis, mais qui leur a dit? Et pourtant, tu vas avoir un public, tu vas avoir des gens qui vont suivre. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu peux pas juste être toi, en fait? Tu vois? Donc oui, chaque personne est unique et quand tu as ce potentiel-là, c'est pas une différence, c'est un plus et tout le monde a un potentiel. Et à partir du moment que chaque personne va commencer à s'accepter et arrêter de se comparer, c'est là où tu vas pouvoir faire des miracles dans ta vie en fait. Parce que tu vas vivre la vie selon toi, selon ton code à toi. Tu dis qu'il faut s'accepter, ok. Mais pour des personnes qui se reconnaissent dans le discours que tu es en train de donner, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Agir tout de suite maintenant, elles doivent faire quoi? Déjà, ça serait déjà bien de me contacter. Comme ça, on discute, on échange, c'est déjà bien. Voilà. Et puis, c'est commencer à se regarder, chercher à mettre des mots. Commencer à analyser, juste essayer de faire déjà sa propre notice. Juste essayer de se dire, ok, moi, je suis comme ci, je fonctionne comme ça, j'ai ce rythme-là. Il y a commencer à s'observer, sans jugement, sans comparaison, juste s'observer. Et à partir de là, c'est déjà le début du travail parce que ça sera toi. Et dans les accompagnements que je fais, c'est vraiment du personnalisé, en fait. C'est en part de toi. Il n'y a pas de truc déjà préconstruit, non, c'est toi, les outils qu'on va mettre en place par rapport à toi. Et l'objectif, il est là. Et justement, dans les profils que tu accompagnes, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Des personnes, alors j'ai eu beaucoup de personnes qui sont en burn-out, parce que justement, qui ne comprennent pas, leur fonctionnement. Ils se disent, en fait, ils arrivent en mode, je suis bizarre, je comprends pas, il y a ça, on me dit ça,
mais je ne comprends pas, alors que pour moi, c'est logique. J'ai l'impression d'être un extraterrestre, que les gens ne me comprennent pas. Et il y a cette souffrance-là. Et donc, quand on commence à échanger, voilà, on arrive à mettre des mots, on arrive à déculpabiliser. Alors, et après, c'était bien souvent le regard change. Parce que là, du coup, tu commences à... Ok, je suis pas bizarre. Ok, ah, c'est ce mot-là. Ah, ça veut dire ça. Ça fait du bien. Et c'est beaucoup ce qui m'a poussée à rentrer dans l'accompagnement, en fait. À me dire qu'il y a eu des adultes comme moi qui sont arrivés comme ça, qui n'arrivaient pas à mettre des mots, qui pensaient juste que ils étaient fous. Clairement, ouais, ils sont fous. Parce qu'en plus, t'as conscience, hein. T'as conscience de tes défauts, t'as conscience de ce qui ne va pas. Et ouais. Et après de se dire, ben non, finalement, il n'y a rien de bizarre, en fait. C'est moi. Ouais, Je suis moi. C'est ça. Justement, quand on a ce profil, comment on fait pour gérer le surplus qu'on a dans la tête? Là encore, ça notice. Faut se comprendre. À quel moment tu as ce surplus-là? À quel moment tu sens que tu es beaucoup plus productif, que tu peux recevoir les informations? À quel moment tu as besoin de décompresser? À quel moment ta batterie sociale, ou à un moment tu es fatigué que tu ne peux plus recevoir? Déjà, pouvoir mettre des mots dessus. Et puis, ça va beaucoup passer par la respiration. Beaucoup trouver des temps calmes, ces temps off. L'idéal, c'est le matin. Après, c'est chacun son rythme. Il y en a que ça peut être le soir. Mais avoir ces temps off pour soi. Se recentrer, être dans sa bulle. On peut écrire. Le journaling peut énormément aider. Donc, on vide, on écrit, on écrit. Soit avec le stylo, c'est bien avec le stylo. Sinon, le téléphone. Ou juste le dictaphone. Allez, on y va. Et puis, on vide. Moi, je sais que quand j'ai ce surplus-là dans la tête, j'ai besoin de mettre mon cerveau sur haut-parleur. Donc là, je vais mettre mon dictaphone et puis je vais parler. Je vais parler. Et je vide. Sinon, c'est H24. Et puis, je bug et puis je tourne en rond. Donc, c'est essayer de trouver sa méthode, essayer au fur et à mesure, essayer. Écrire, par exemple, moi, j'arrive pas. Parce que écrire, ça va trop vite. Les pensées dans ma tête, ça va trop vite. Donc, du coup, le temps que j'arrive, j'ai déjà fini. Alors que juste le haut-parleur, le dictaphone, et on écoute. Allez, on y va. Et après, ça te permet de mettre un tri. Et puis aussi de dédramatiser, de voir que finalement, c'est pas si problématique, c'est pas si important. Ça, c'est comme si tu mets la soupape, en fait. Tu sais, tu ouvres, et puis tu décompresses. Ouais. On revient toujours sur le côté son mode d'emploi. Essayer de comprendre son fonctionnement. On peut piocher des méthodes, mais après, c'est quelle méthode qui te va? Peut-être que ça sera juste le parler, ou peut-être ça sera un mix de tout. Mais juste ta méthode. Là encore, on revient à toi. Et dans ton cheminement pour avoir ta notice, pour te retrouver, qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Au départ, c'était cette acceptation, c'était le côté perfection. Ça veut dire que j'aurais dû trahir, en fait. Je devrais trahir beaucoup de personnes autour de moi. Je m'entends quand je dis trahir, c'est le côté où l'image de la Rachel qui s'adapte à tout le monde, la gentille Rachel, la Rachel qui est perfectionniste, la Rachel qui fait très bien les choses, qu'il faut qu'elle excelle. Mais là, je vais te trahir dans ce côté-là. Je vais trahir l'image que tu as de moi, parce que là, je vais commencer à me choisir. Je vais commencer à me prioriser, à te mettre des limites, à te dire, non, ça, je ne peux pas faire ça. À te décevoir aussi, pensant que tu peux avoir une image comme ça de moi, et là, je vais te montrer cette réalité en te disant, tu peux penser comme ça, mais sauf que là, ma réalité, elle est là. Tu peux pas faire plus. Tu vois? Et ouais, j'ai eu beaucoup ce gap-là au départ. Et aujourd'hui, ça va, parce que je cherche plus vraiment la validation. Tu vois? C'est vraiment, j'arrive. Et si t'es pas OK avec, OK. Mais je peux te donner que ce que j'ai. Je vais plus me suradapter. Non, je veux plus. Ça passe même plus, en fait. Dans ton métier de coach aujourd'hui, est-ce que c'est difficile de s'installer en Guyane? Est-ce que tu arrives à en vivre? Difficile? Alors, oui. Alors, surtout que je suis pionnière dans le domaine. Donc, du coup, c'est challengeant. Il y a beaucoup la partie éducation, sensibilisation. Je démarche énormément les entreprises, parce que j'ai aussi le volet entreprise, accompagner les managers, les dirigeants à repérer ces profils atypiques, en fait, et à en faire une force dans ton équipe, pas à les voir comme des personnes marginales, des personnes qui rentrent pas dans les cases, mais justement à comprendre leur langage, pour que, une fois que tu les as, entre guillemets, dans ta poche, tu sais les comprendre. C'est des personnes qui vont
exploser ton chiffre d'affaires. C'est des personnes qui vont te permettre d'atteindre. Ils seront tes alliés, en fait. Ils seront plus contre toi. Ils seront pas des personnes, des empêcheurs de tourner en rond. Donc, c'est challengeant au niveau des entreprises parce que c'est sensibilisé, tu vois, sur le management humain. Le management, aujourd'hui, il est très archaïque. Même on est sur l'humain aujourd'hui. Et nos générations n'acceptent plus d'être managées comme avant. Avant, c'était marche ou crève. Est-ce que tu es heureuse d'avoir un travail? Aujourd'hui, non. Si t'es pas adapté ou tu n'es même plus aligné, les gens, ils font des burn-out ou ils démissionnent. Enfin, donc, et ça coûte cher. Maintenant, tu as un potentiel, tu as des personnes que tu as recrutées. Comment est-ce que tu dynamises ton équipe et tu rends ton management inclusif, humain? Et là, c'est tout le monde qui va en bénéficier. C'est même pas que les profils atypiques, c'est pas que les zèbres. Du coup, c'est tout le monde parce que tu seras sur le potentiel, tu seras sur l'humain. Ouais. Donc, ouais. C'est quoi la définition du succès pour toi? La définition du succès, intéressant. C'est de continuer à faire ce que j'aime de façon passionnée, sans que ça soit plus quelque chose où il faut que je puisse en vivre et que ça soit vital. C'est de pouvoir accompagner un maximum de personnes, que ça soit répandu, que les gens soient sensibilisés dessus, qu'ils acceptent l'humain, et que limite, quand je vais travailler, c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, tiens, et si j'allais au travail aujourd'hui, tu vois? Que ce soit une option. Ouais, vraiment quelque chose où quand j'y vais, j'ai envie de travailler. Pas qu'il faut que j'y aille parce que il faut que je puisse nourrir ma fille derrière. Ouais, ça serait ça le succès. Quelque chose où je suis vraiment au travail complètement aligné avec moi, avec mon fonctionnement. Et qu'il n'y a plus cet aspect argent, parce que demain, l'accompagnement ne me parle plus et que c'est bon, j'ai donné et autres, et j'ai envie de passer à autre chose, je peux y aller à 100% parce que je sais que financièrement, c'est plus... Ouais, ça serait ça. Et en tant que multipotentiel, tu as déjà une autre idée sur le... Ah oui, mais il y en a plein. Mais je te jure que là, je suis en train de me calmer tellement parce que je me suis dit non, Rachel, reste focus un petit peu sur ça, développe ça. Mais après, parce que j'ai envie, je sais pas, la photographie m'attire énormément. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'ose même pas ouvrir ce dossier-là pour l'instant parce que si je l'ouvre, c'est problématique. Donc là, vraiment, on reste focus. On reste focus pendant, je me suis fixé des échéances. Et après, ouais, la photographie. Explorer. Combien de temps, je sais pas. Alors, on a hâte de voir ça. Ouais. Et surtout, on te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup. Merci Rachel d'être venue. Merci à toi pour ce super moment. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à nous suivre sur tous les réseaux.